Salut à vous pauvres mortels. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo bien racoleuse dans laquelle j'ai compilé pour vous 10 anecdotes sur la bande dessinée américaine qui vous permettront de briller en société et de paraître extrêmement culturés. Allez, on commence gentiment avec quelque chose que vous êtes sûrement déjà nombreux à savoir. Lors de sa première apparition en 1962, Hulk était gris. On raconte parfois que son changement de couleur est dû à des soucis d'impression, mais c'est bien un choix éditorial, résultant des difficultés pour les coloristes à trouver la bonne nuance de gris, qui donna au personnage sa célèbre couleur verte. Par la suite, la couleur de Hulk, ou même des Hulk, variera plusieurs fois entre le gris, le vert, et même le rouge ou le bleu. Et enfin, quelque chose d'un peu moins connu sur le personnage. Au départ, ce n'était pas la colère ou le stress qui transformait Bruce Banner en Hulk, mais tout simplement le coucher du soleil. Vous connaissez sûrement Venom, l'un des pires ennemis de Spider-Man, et vous savez peut-être qu'il doit en partie ses origines au fameux costume symbiotique noir de l'homme araignée, apparu pour la première fois en 1984 dans le premier grand crossover Marvel, Secret Wars. Mais saviez-vous que ce costume a été dessiné par un fan de Marvel nommé Randy Schuller, et que l'éditeur en chef de l'époque, Jim Shooter, lui a envoyé 220 $ pour pouvoir utiliser son idée? Au départ, le scénariste David Michelinie avait pensé Venom comme un personnage féminin voulant se venger de Spider-Man, responsable malgré lui de la mort de son mari et de son enfant. Mais Marvel expliqua au scénariste que les lecteurs ne verraient jamais une femme comme une réelle menace pour le tisseur. Ce qui nous montre bien que chez Marvel, ils n'ont vraiment rien compris aux femmes. Allez, maintenant on va parler de Captain Marvel. Mais pas celui qui est mort d'un cancer, hein, non. Le vrai Captain Marvel. Captain Marvel est à l'origine un clone de Superman créé par la maison d'édition Fawcett en 1940. Il finira par dépasser son modèle, battant le record absolu de vente annuelle pour un comic book en 1944 avec 14 millions d'unités écoulées. DC Comics intenta un procès à Fawcett avant de racheter le personnage en 1972. Puis suite à des démêlés avec Marvel Comics, DC renommera le personnage Shazam, référence à la formule magique qu'il prononce pour se transformer. Pour évoquer la musique et les comics, j'aurais pu vous parler de Dazzler, chanteuse mutante reine du disco née de la collaboration entre Marvel Comics et Casablanca Records. Mais l'artiste dont je vais vous parler maintenant est bien réel. Saviez-vous qu'Elvis Presley était un fervent lecteur de comics dans son enfance? Parmi ses personnages préférés, on compte Captain Marvel Jr. Et certains racontent même que la célèbre coupe de cheveux du King est tout simplement inspirée de ce super-héros. Si Bob Kane avait prévu de faire mourir le Joker dès son premier affrontement contre Batman, il n'avait sûrement pas prévu que celui-ci aurait une carrière politique. En effet, si d'autres personnages de DC Comics comme Lex Luthor ont pu devenir président des États-Unis, le Joker, lui, est devenu ambassadeur d'Iran aux Nations Unies. Dans la saga Un deuil dans la famille de Jim Starlin et Jim Aparo paru en 1988, le Joker s'échappe une énième fois de l'asile d'Arkham et entre en négociation avec des terroristes avant de se voir proposer un poste au gouvernement iranien. Une saga dont la conclusion tragique sera choisie par les lecteurs qui seront appelés à voter pour décider ou non de la mort de Jason Todd, le second Robin. Avec DC, on peut couper pas mal de bois d'arbres, et c'est pas Hollywood qui dira le contraire. Depuis 1977, Marvel publie des What If, sorte d'uchronie du Marvel Universe qui imagine comment les choses auraient pu évoluer pour nos héros s'ils avaient fait d'autres choix ou si certains protagonistes avaient eu un destin différent. Et bien dans l'un des nombreux What If de Marvel, il existe un univers alternatif où Peter Parker n'a pas été mordu par une araignée radioactive, mais par un mouton. Il devient alors Ship-Boy, plutôt que Spider-Man. Si on vous demande quel est le tout premier super-héros capable de voler, vous répondrez sans doute Superman. Mais vous aurez tort. D'ailleurs, Thor aussi est capable de voler, mais c'est pas la bonne réponse non plus. D'abord conçu comme un télépathe malfaisant par Jerry Siegel et Joe Shuster, Superman n'est devenu un super-héros que quelques années plus tard, mais il n'était pas pour autant si puissant qu'aujourd'hui. En effet, lorsqu'il apparaît dans le premier numéro d'Action Comics en 1938, Superman ne sait pas voler, il saute seulement très haut, par-dessus les gratte-ciel. Si le personnage s'est mis à voler plutôt que de sauter, c'est tout simplement parce que cela simplifiait grandement la vie des studios d'animation qui en avaient marre de devoir décomposer le mouvement. Et le premier super-héros capable de voler, c'est The Submariner, alias Namor, le prince des mers, ce qui explique les petites ailes aux pieds. Il existe plus d'une vingtaine de variétés de kryptonite différentes dans Superman, mais saviez-vous que lors de sa première apparition en 1943, ce matériau extraterrestre n'avait pas pour utilité première d'affecter les capacités de l'homme d'acier? En effet, si la kryptonite a été inventée, c'est avant tout pour permettre au comédien Bud Collyer, qui incarnait le héros dans l'émission de radio dédiée à Superman, de pouvoir prendre des vacances pendant que le fils de Krypton n'était plus en état de se battre contre ses adversaires. La kryptonite ne sera d'ailleurs intégrée aux comics qu'en 1949. Allez, maintenant on va parler de James Howlett. Bah oui,
James Rowlett, alias Logan, alias Wolverine. Si depuis sa première apparition en 1974, Wolverine est devenu le plus célèbre des mutants, il aurait pu en être tout autrement. En effet, lorsque le scénariste Len Wein crée le personnage, il a une mission, le rendre populaire au Canada. Et il se trouve que les super-héros inspirés d'animaux avaient le vent en poupe au Canada à cette époque. Wein hésite alors entre deux animaux pour son héros. D'un côté, The Wolverine, ou Serval en français, un petit félin aux grandes oreilles venu d'Afrique, c'est d'ailleurs sous ce nom que le personnage était connu en France jusque dans les années 90 avant de retrouver son nom original. De l'autre, The Badger, comprenez par là, le blaireau. Et oui, là tu te dis que les choses sont parfois bien faites parce que Hugh Jackman dans le rôle du blaireau, c'est tout de suite beaucoup moins cinématographique. Et pour finir, une anecdote bien what the fuck, on va parler de quelque chose que vous adorez tous, le nazisme. Dans l'univers Marvel, Adolf Hitler n'est pas vraiment mort. En effet, le terrible scientifique Arnim Zola a réussi à transférer l'esprit du Führer dans un clone de celui-ci, donnant ainsi naissance au Hate-Monger, ou maître de la haine. Armé de son rayon de haine, le Hate-Monger s'efforce de faire en sorte que les gens se détestent les uns les autres. Oui, un plan machiavélique qui nous prouve que c'est pas parce qu'on est méchant dans la vraie vie qu'on est un bon méchant de comics. Allez, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant retrouver l'émission sur Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.